Il y a toujours un moment précis où tout bascule. Une décision, un hasard, une démonstration, un homme qui monte sur scène. Ce moment, personne ne le voit venir, ni ceux qui dominent, ni ceux qui vont être détruits. Et pourtant, ce moment change tout. Une entreprise qui contrôlait 40% du marché mondial allait disparaître en 3 ans. Sans guerre, sans scandale, sans catastrophe. Juste un homme, une scène, un téléphone. Aujourd'hui, on raconte ce moment. Voici le déclic. En 2007, Nokia était intouchable. 40% du marché mondial des téléphones. Sur toute la planète. Un téléphone sur 2 vendu dans le monde portait leur nom. Leur siège en Finlande ressemblait à un empire. 80 000 ingénieurs. Des milliards de dollars de revenus. Des usines sur tous les continents. Nokia ne vendait pas des téléphones. Nokia définissait ce qu'était un téléphone. Le Nokia 3311, le Nokia 5500, le Nokia 3310. Ces appareils avaient équipé une génération entière, solide, fiable, indestructible. On raconte encore aujourd'hui que le Nokia 3310 pouvait survivre à une chute du 3e étage, que ses batteries tenaient 1 semaine, que rien ne pouvait le tuer. C'était vrai, et c'est exactement ce qui allait les perdre, parce qu'ils avaient construit l'entreprise parfaite pour un monde qui allait cesser d'exister. Et Nokia le savait. Leurs dirigeants regardèrent le marché avec confiance, avec certitude, avec une arrogance qui se comprend quand on domine le monde. Qui pouvait les menacer? Motorola essayait, Samsung essayait, Sony Ericsson essayait. Personne n'y arrivait. Nokia dormait sur un trône qui semblait inébranlable, mais voilà ce que personne ne savait encore. À Cupertino, en Californie, une entreprise qui faisait des ordinateurs et des lecteurs de musique préparait quelque chose en secret depuis 2 ans et demi. Des centaines d'ingénieurs travaillaient sur un projet ultra confidentiel. Un projet que Steve Jobs appelait en interne le projet qui allait réinventer le téléphone. Nokia ne le savait pas, le monde ne le savait pas, et dans quelques semaines, tout allait changer. Le 9 janvier 2007, Moscone Center, San Francisco. Steve Jobs monte sur scène, col roulé noir, baskets. Il regarde la salle. Des journalistes, des investisseurs, des milliers de personnes. Il sourit. Il dit « Il y a des moments extraordinairement rares dans notre vie. Des moments où tout change, où on regarde en arrière et on dit « Voilà le jour où tout a basculé. » Aujourd'hui, Apple va réinventer le téléphone. La salle applaudit poliment. Ils ont entendu des promesses annoncées avant. Puis Jobs dit quelque chose d'étrange. Il dit « Nous allons vous présenter 3 produits révolutionnaires aujourd'hui. Le premier, un iPod avec un grand écran tactile. Le deuxième, un téléphone mobile révolutionnaire. Le troisième, un appareil de communication sur Internet. » Il répète lentement « Un iPod, un téléphone, un appareil Internet. Un iPod, un téléphone, un appareil Internet. » La salle commence à comprendre, et puis Jobs sourit. Il dit « Ce ne sont pas 3 appareils séparés, c'est un seul appareil, et nous l'appelons iPhone. » La salle explose. Jobs sort de sa poche un rectangle de verre et d'aluminium. Pas de clavier, pas de bouton physique, juste un écran. Il le déverrouille avec son doigt. Il fait défiler une liste de contacts. Il appelle quelqu'un en direct, sur scène. Il navigue sur Internet, le vrai Internet. Pas une version dégradée pour téléphone. Le vrai Google, le vrai New York Times. Comme sur un ordinateur, il écoute de la musique, il regarde des photos, il envoie des emails. Tout ça sur un seul appareil, avec juste ses doigts. La démonstration dure 1h30. 1h30 pendant lesquelles le monde de la téléphonie était en train de mourir sans le savoir. À la fin, Jobs dit quelque chose qui restera dans l'histoire. Il dit « De temps en temps, un produit révolutionnaire arrive qui change tout. Apple a eu la chance d'en introduire quelques-uns dans le monde. Et aujourd'hui, nous en introduisons un autre. » La salle est debout. Et pendant ce temps, dans les bureaux de Nokia en Finlande, dans les bureaux de BlackBerry au Canada, dans les bureaux de Motorola en Illinois,
les dirigeants regardaient la même retransmission et ils allaient tous faire la même erreur. Le PDG de Microsoft, Steve Ballmer, a ri, littéralement ri devant les caméras. Il a dit « 500 $ pour un téléphone sans clavier, ça ne va jamais marcher, jamais. Les entreprises n'achèteront pas ça. » Chez Nokia, les ingénieurs ont analysé la démonstration pendant des semaines. Leur conclusion, techniquement impressionnant. Mais la batterie tient à peine une journée. Le réseau ne supportera pas autant de données. Les gens veulent des claviers physiques, pas une vitre de verre. Le PDG de BlackBerry a dit que l'email sur iPhone ne fonctionnerait jamais correctement sans clavier physique. Ils avaient dit des arguments solides, des données réelles, des études de marché détaillées. Ils avaient absolument tout faux, parce qu'ils avaient tous fait la même erreur fondamentale. Ils avaient regardé l'iPhone comme un téléphone. L'iPhone n'était pas un téléphone. L'iPhone était un ordinateur dans une poche. Et cette différence, cette toute petite différence de perception, allait détruire des empires entiers. En 2008, Apple lance l'App Store. En 24 heures, 10 millions de téléchargements. En une semaine, les développeurs avaient gagné 1 million de $. Jobs avait compris quelque chose que personne d'autre n'avait vu. Un téléphone seul, c'est limité. Mais une plateforme sur laquelle des millions de développeurs du monde entier peuvent créer des applications, c'est illimité. Nokia avait un système d'exploitation. Il s'appelait Symbian. Le problème ? Symbian avait été conçu pour des téléphones à touche, pas pour un écran tactile, pas pour des applications modernes. Nokia le savait. Leurs ingénieurs le savaient. Et ils ont essayé de réagir. Ils ont sorti des téléphones tactiles. Ils ont essayé de moderniser Symbian. Ils ont embauché des milliers de développeurs supplémentaires. Mais Apple avait déjà 2 ans d'avance, puis 3. Puis l'écart était impossible à combler. C'est ça la vraie leçon de l'iPhone. Ce n'est pas la technologie qui a tué Nokia, c'est l'écosystème, c'est la plateforme. C'est le fait qu'Apple avait créé un monde entier autour de son appareil et que Nokia n'avait rien de tel. En 2007, Nokia avait 40% du marché mondial. En 2010, 30%. La chute avait commencé. En 2011, Nokia a annoncé un partenariat d'urgence avec Microsoft. Un aveu d'échec déguisé en stratégie. En 2013, Microsoft rachetait Nokia pour 7,2 milliards de $. 2 ans plus tard, Microsoft revendait la division téléphone pour quelques centaines de millions seulement. Une perte sèche de 6 milliards de $. Nokia, l'entreprise qui avait dominé le monde entier, avait pratiquement disparu en 6 ans. 6 ans, entre 2007 et 2013. Une génération d'adolescents avait grandi. Et dans cette même période, un empire de 40% du marché mondial s'était effondré. Nokia n'était pas seul. BlackBerry dominait le marché des smartphones professionnels. Leur clavier physique était légendaire. Barack Obama lui-même refusait d'abandonner son BlackBerry quand il est devenu président des États-Unis. En 2009, BlackBerry avait 20% du marché américain des smartphones. En 2013, 2%. Motorola avait inventé le téléphone portable. Leur Razr était l'un des téléphones les plus vendus de l'histoire. Élégant, iconique. Quand l'iPhone est arrivé, Motorola a continué à sortir des téléphones à clapet. 2 ans après, Motorola a été racheté par Google pour 12,5 milliards de $, puis revendu à Lenovo pour moins de 3 milliards. Une destruction de valeur monumentale. Sony Ericsson, Palm, HTC, tous des géants, tous balayés. En 5 ans, Apple et Samsung avaient pris 80% du marché mondial des smartphones. Toute une industrie réécrite. En 5 ans, et aujourd'hui, si tu regardes ton téléphone, il y a de très grandes chances qu'il tourne sur iOS ou Android. 2 systèmes qui n'existaient pas avant 2007. Alors qu'est-il vraiment arrivé à ces 2 entreprises ? Commençons par Nokia. Après avoir vendu sa division téléphones à Microsoft, Nokia a fait quelque chose d'inattendu. Ils se sont réinventés complètement. Aujourd'hui, Nokia fabrique les infrastructures invisibles sur lesquelles tourne Internet mondial. Les antennes 5G, les réseaux mobiles, les systèmes de communication des grandes entreprises.
Nokia n'est pas mort, Nokia s'est transformé. BlackBerry, lui, n'existe plus vraiment. La différence, Nokia a accepté sa défaite et a tout recommencé. BlackBerry a refusé de croire jusqu'au dernier moment. Maintenant, parlons d'Apple. En 2007, le jour de la présentation de l'iPhone, Apple valait environ 100 milliards de dollars en bourse. Aujourd'hui, Apple vaut 3000 milliards de dollars. 3000 milliards, c'est l'entreprise la plus valorisée de toute l'histoire de l'humanité. L'iPhone représente aujourd'hui 50% du chiffre d'affaires total d'Apple. Plus de 200 milliards de dollars par an, rien qu'avec un seul produit, un produit que Steve Ballmer avait rayonné en 2007, un produit que Nokia avait balayé d'un revers de main, un produit qu'une salle entière de journalistes avait applaudi poliment sans vraiment comprendre ce qui venait de se passer. Et voilà la vraie leçon de cette histoire. Ce n'est pas que Nokia était stupide, ce n'est pas qu'Apple était génie, c'est que Nokia défendait un monde qui existait. Apple construisait un monde qui n'existait pas encore. Et dans chaque révolution, dans chaque déclic de l'histoire, c'est toujours la même chose. Ceux qui perdent défendent ce qu'ils ont. Ceux qui gagnent construisent ce que personne n'a encore imaginé. Nokia regardait Motorola. Nokia regardait Samsung. Personne ne regardait Apple. La prochaine fois que tu domines quelque chose, une situation, un marché, une relation, rappelle-toi ce moment. Le danger ne vient jamais de là où tu regardes. Il vient de l'endroit que tu n'as pas encore imaginé. La semaine prochaine sur le déclic, comment un désert sans eau courante est devenu la capitale mondiale du luxe en 30 ans. Comment Dubaï a tout inventé, tout construit, tout réinventé. Une ville qui n'existait pas, un empire qui fascine le monde entier. Abonne-toi, active la cloche, tu ne voudras pas rater ça.